Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bonjour Maude. Bonjour Sipaï. Alors, nous sommes dans un nouvel épisode du podcast Euphonie, qui est donc un podcast qui se consacre, on va dire, à la création en général, comment ça marche, comment des gens en vivent. Ça va être un peu le sujet du jour. Oui. Et là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup consacré ces derniers épisodes à de l'éditorial. Aujourd'hui, on va parler de création au sens plus large du terme, car je crois que tu es artiste. Eh oui. Mais c'est quoi un artiste en fait ? C'est vrai qu'il y a tellement de clichés autour de ça. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup a une bonne étoile au-dessus de son berceau, qui lui a donné 1000 talents. C'est quelqu'un qui travaille dur, comme tout le monde, et qui essaye d'en vivre, qui doit souvent être multitâche, gérer aussi bien sa communication que son administration et la création, et investir. Ça fait beaucoup de domaines qui sont pas toujours simples à gérer, à jongler avec. Mais surtout, à la fin, créer du sensible. C'est ça, être un artiste pour moi, c'est livrer une version sensible du monde, de son monde, et le partager avec le public. Et toi, Maude Gironnet, donc, tu exerces dans quelle discipline particulièrement ? La gravure. La gravure, mais ça veut dire quoi ? C'est que tu grattes des trucs ? Ouais, on peut dire ça, hein, que je gratte. La gravure, c'est l'ancêtre de l'imprimerie. C'est apparu en France en même temps que l'imprimerie de Gutenberg pour éditer des livres en plusieurs exemplaires sans que des petits moines copistes fassent les enluminures à la main à chaque fois. Et donc c'est le principe du tampon. En fait, on a une plaque en relief et on va ancrer soit la surface, soit les creux. Et par pression, seulement par pression, on va multiplier ce motif sur le papier et donc faire de l'édition. Par la suite, ça a été un peu supplanté par d'autres techniques jusqu'à ce qu'on connaît l'imprimerie classique. Moderne. Et c'est moderne. Et c'est redevenu... c'était un artisanat, un métier d'art qui est devenu un art à part entière et qui est utilisé maintenant pour les rendus picturaux qui sont très riches et qui permet quand même de travailler le multiple. Et donc d'avoir plusieurs exemplaires, au lieu d'avoir une seule œuvre originale, parfois chère, là on peut l'éditer en plusieurs estampes. Et c'est ça que j'aime bien. C'est une manière de démocratiser un petit peu tout ça. Le mot à retenir, c'est peut-être estampe aussi ? L'estampe, c'est le produit obtenu. L'objet ? Ouais, la feuille de papier en fait, D'accord. imprimée. C'est un domaine qui m'intéresse aussi. Par rapport à la photographie, une sorte de la photographie, à un moment donné... Oui, il y avait la photogravure. Tu avais la photogravure parce qu'on ne pouvait pas imprimer des images en grande quantité, enfin des images photos. C'est le même problème. Voilà, tu avais une problématique de reproductibilité. La photo était transformée en matrice, toujours une plaque avec des creux et des reliefs. Ce qui fait que maintenant, si vous regardez des archives, vous pouvez trouver des vieux journaux où il y aura des images qui illustrent effectivement un fait d'actualité. Et souvent, il y aura écrit dessous, enfin, si vous trouvez cela, ça va être gravure d'après photo. Parce qu'en fait, on ne savait pas encore imprimer des photos en grande quantité. C'était difficilement reproduisible. Et souvent, ces images, en fait, si vous regardez avec une loupe, elles ont une trame. Et si elles ont des petits points, c'est de l'héliogravure. C'est encore avec une un autre... H ? Oui, oui. Et oui, parce que c'est par insolation des UV, par la lumière du soleil ou des caisses lumineuses qui reproduisent ces ultraviolets qu'on transfère l'image. Il n'y a pas de gravure à la main avec des burins, des gouges. Il y a plein de techniques de toute façon. Et tout c'est ça... vraiment le podcast où on apprend des mots. Ben oui. Mais oui. Mais ça illustre le fait que, en fait, tu as un vrai travail. Tu connais plein de trucs. Il y a de la science en toi.
t'es un peu obligé. Puis je pense qu'il faut rester curieux aussi, donc continuer à apprendre des choses avec les gens que tu rencontres, les pratiques que tu vois. Mais l'artiste n'est pas toujours conceptuel, avoir juste une idée. Il y a aussi des fois du matériel, du geste. Et ça revient de plus en plus actuellement. C'est un peu technique, mais disons que pendant des décennies, on a loué et valorisé les performances très épurées, minimalistes. Et puis on revient de plus en plus à des œuvres matérielles, hein, même le dessin contemporain, la peinture contemporaine qui a longtemps été traitée de ringarde, revient énormément sur le devant de la scène. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, il faut de tout. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, je pense, d'avoir beaucoup de diversité artistique, parce que ça fait beaucoup de bien. Donc, le sujet du jour, qui est... Alors, on a écrit sur un tableau blanc le sujet du jour, qui peut paraître un petit peu militant, mais il l'est peut-être au fond. J'ai écrit réellement « Il faut nous payer ». Donc... Alors je le répète au cas où les gens ne comprennent pas. Il faut nous payer. Nous payer. De l'argent. Juste nous payer en fait. Ouais. Parce que... Alors, pourquoi ce sujet? C'est vrai c'était une idée que je t'avais proposée. Parce que c'est vrai que nous... Alors, le podcast Phonie, qui est en fait une production d'une agence édito de marketing de contenu, on est régulièrement confronté à des enjeux tarifaires, évidemment, parce qu'on est prestataire de services, et on se rend compte très 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 régulièrement déjà de la difficulté de calcul d'un coût d'édito, parce qu'il y a du calcul de temps, de production. Est-ce qu'on peut vraiment facturer le fait d'écrire des phrases alors que nous avons ChatGPT? Voilà. Il y a ça. Mais on doit aussi très régulièrement juste dire, en fait, si, mais les gens, ça se paye en fait. Ne serait-ce que parce que ça nous a demandé de l'effort, en réalité. Et quel que soit le résultat, beaucoup de gens disent tout travail mérite salaire, pourquoi pas le nôtre? Oui. Mais il y a un vieux cliché bien tenace que l'artiste vit d'amour et d'eau fraîche. Et que ça va même être vulgaire de sa part d'un moment donné, réclamer des deniers. C'est toujours un peu la question qui fâche. Le nombre de projets qu'on nous propose, et à aucun moment dans les messages apparaissent une valeur financière au travail demandé, qui est une commande. Hein. J'ai jamais vu ça ailleurs, par exemple. Que l'argent soit un sujet aussi tabou. Alors qu'on vient vers toi. Alors qu'on vient te chercher, toi, ouais. Pour quelque chose de très particulier, même des fois quelque chose fait sur mesure. Et quand tu oses demander s'il y a un budget, alors là, c'est très, 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 très compliqué. On te demande à toi d'estimer ton temps de travail, et puis après, on va essayer de rogner dans le meilleur des cas. Est-ce que tu sens que les gens le prennent mal parfois? C'est très délicat. Moi, en plus, j'ai ce symptôme de l'imposteur qui est assez fort, comme beaucoup de personnes. Donc, j'ai du mal à amener cette question-là. Et quand je l'amène et que je vois une réponse tiède... alors, je travaille là-dessus et maintenant, je commence un petit peu à m'en agacer et à répondre poliment, mais un peu sèchement quand même. Des fois, ça peut même être des interventions dans des écoles. Et ça peut être autre chose que de la création d'une œuvre, par exemple. C'est ça que je précise, parce qu'on a plusieurs sources de revenus. Et un atelier, normalement, il y a quand même vraiment une heure de présence, il y a quelque chose de très concret, même le matériel, la préparation, alors là, n'en parlons pas. Il faut qu'on ait l'idée et qu'elle soit tout de suite parfaite, alors qu'on nous demande des rapports qualité sur tout ça. Mais c'est un grand, grand, grand tabou, quel que soit l'interlocuteur qu'on a en face. Donc quand on a quelqu'un qui nous sollicite avec tout de suite un brief clair, c'est un gros soupir de soulagement parce qu'on sait qu'on va pouvoir travailler en confiance. En fait, ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils viennent vers nous comme ça, en espérant faire la petite économie, en nous disant pas clairement ce qu'ils ont quand ils ont un petit peu de sous, parce que des fois ils viennent sans rien du tout en tête. Nous, on est un peu sur nos gardes aussi.
Et on se demande s'il ne va pas y avoir d'autres moments où on va essayer un petit peu d'utiliser, s'approprier le travail. Bon, c'est peut-être un petit peu péjoratif, là je donne que des exemples négatifs, mais c'est parce que c'est quand même vécu par pas mal de gens autour de moi. Il faut comprendre que c'est un sujet aussi qui émane d'un besoin, Ouais. d'une certaine peut-être lassitude, et le fait qu'on constate vraiment qu'il y a un effet systémique, au sens où ça ne concerne pas que nous qui en avons peut-être parlé ensemble à un moment donné sur un coin de table. C'est le fait que nous rencontrons très régulièrement, tout le temps, énormément de gens qui partagent les mêmes problématiques et qui même se posent des questions, pour revenir sur des termes entrepreneuriaux, de business model. Parce que tu disais par exemple que vous aviez différentes sortes de revenus. En fait, moi j'ai aussi le sentiment qu'on a un métier, mais plusieurs postes en même temps. C'est comme s'il fallait que tu sois et l'ouvrier, et la vente, et l'administrateur, et la promotion, et la personne qui négocie. Alors c'est vrai qu'après c'est pas forcément clair aussi pour nos prestataires, parce que lorsqu'on va vendre un visuel ou une œuvre, en fait il va y avoir plusieurs rémunérations, plusieurs droits de rémunération qui vont s'ouvrir. Déjà les droits d'auteur, si par exemple les visuels sont exploités, imprimés sous plusieurs formes et diffusés. Il y a les honoraires aussi pour la commande de la prestation concrète. C'est plusieurs choses. Après, très globalement, des fois on nous dit juste j'ai tant de budget, débrouille-toi avec ça, pour ton matériel. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. En vrai, quand quelqu'un a pensé à flécher du budget ça paraît complètement surréaliste, dit comme ça. Mais quand la personne vient nous voir et a pensé à flécher du budget, encore une fois déjà, c'est déjà un premier bon point. Mais je pense qu'il faut vraiment que les gens qui écoutent réalisent que c'est quelque part triste qu'à un moment donné, on puisse se dire que c'est une bonne nouvelle que quelqu'un qui te sollicite avec une intention, un brief, qui te sélectionne quelque part, te choisit de façon proactive, et ben qu'on soit content qu'il ait pensé à une contrepartie. Là, je parle même pas d'argent encore. Ouais. Je parle même pas encore d'argent, mais ne serait-ce qu'il ait pensé à une contrepartie alors qu'il ne nous connaît pas. C'est pas comme demander Je veux dire, même quand on demande à nos copains de nous aider pour déménager, on leur offre des pizzas. Et non, mais c'est vrai. Oui. Alors que là, c'est viens, fais une fresque, mais t'as même pas de pizza en fait. C'est ça. Alors que. Et j'ai déjà eu des personnes très vexées qui me demandaient d'illustrer leurs livres jeunesse, leurs nouveaux romans super cool. Avec des contraintes, des critères. Oui, parce que du coup, on ne prend pas mes illustrations déjà existantes, ce qui normalement mérite aussi une petite valorisation des droits d'auteur. Mais du coup, des inconnus qui m'écrivent comme ça et c'est vrai que c'est toujours... on est toujours flatté quand on a quelqu'un qui s'intéresse à notre travail ou qui nous pose des questions. Et quand on leur répond que non, on ne va pas travailler gratuitement pour eux, pour illustrer ou pour valoriser leur projet, en lequel ils croient en plus, ils sont persuadés d'avoir une super idée où ils placent la richesse du projet dans tes mains sans avoir pensé que peut-être toi, tu n'avais pas d'intérêt particulier à ce que leur projet éclose ou germe grâce à toi. Et quand on leur explique, la réponse, elle n'est pas toujours compréhensible. On a des fois des... Ah bah dis donc, limite, vous êtes un petit peu prétentieux. Pourquoi c'est eux qui se vexent ? Oui, ils sont vexés. C'est terrible. Il y a une frustration, je sais pas. Parce que tu coupes l'herbe sous le pied et t'as coupé leur idée. Qui es-tu pour faire cela ? Je pense qu'en plus, ils s'imaginent, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière une réalisation. Pour eux, c'est quelque chose qu'on a pondu comme une poule, un œuf, en 1 heure, je sais pas combien de temps. Même que la poule, elle travaille la poule. C'est très désobligeant vis-à-vis des poules, effectivement, sympa, ça demande quand même de l'énergie, tout ça. Ouais. Mais du coup, ça va dépendre en plus d'un créateur à l'autre. Ça peut être immédiat, spontané, mais pourquoi aussi ? C'est parfois parce qu'il y a eu des années de pratique, d'investissement non rémunéré, pour que la personne puisse produire en quelques gestes quelque chose de beau, de sensible. Ça, c'est aussi... C'est une expérience. Oui. Après tout, quand on recrute quelqu'un, on le recrute aussi sur l'expérience. Tu as X années d'études, années d'expérience.
Complètement. Ce qui signifie pas que Qui est tu es vieux, invisible. Non, mais mais non. ça signifie que tu peux faire certaines choses plus efficacement. Il y a la valeur qu'on voit des objets, mais il y a la valeur invisible, comme tu dis, les études, l'expérience. Mm. Mais alors, avant de passer au sujet, parce qu'on a fait une liste, on essaye d'être organisé. Alors, je voudrais repréciser le terme droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, il y a deux droits d'auteur. Enfin, il y a le droit d'auteur, hein, mais vous avez le droit moral. Donc, par exemple, admettons, moi j'écris un texte. Un texte qui est pas mal, parce qu'on va dire que je suis un génie aujourd'hui. Mais oui. Mais oui. Allez. Allez, admettons, j'ai écrit un poème. Et ce poème, quelqu'un veut en faire une lecture au théâtre. Pourquoi pas? Eh bien, en fait, j'ai le droit moral, dans mon droit d'auteur, qui fait que personne de la vie de l'univers ne pourra jamais dire que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc c'est un droit que je garde, que je garderai, parce que moralement, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai produit. Et après, il y a le droit patrimonial, et souvent c'est ça qui est valorisé ou qui est cédé. Par exemple, si je cède des droits d'auteur, je vais céder le droit patrimonial, je vais donner contre une licence, contre une rémunération, autoriser ce théâtre ou cette compagnie de théâtre à utiliser mon texte pour le réciter auprès d'un certain public. Et le fait que ça soit une certaine salle, un certain public, avec une certaine promotion, ça peut être valorisé aussi dans le chèque que j'espère obtenir un jour. D'ailleurs, je vous encourage à lire mes poèmes. Non, en fait, j'en ai pas, mais... J'étais en train de me dire encore un talent caché de Qu'est-ce si qu'elle bas fait, ils sont, ces Si, poèmes. j'ai dû écrire des poèmes à peu près entre mes 13 et 17 ans, mais je suis pas sûre que ce soit la production... Gardons tout ça mystérieux. Oui, je pense... peut-être qu'on les redécouvrira dans 30 ans, Bien sûr. dans ma correspondance. Dans une capsule temporelle. Exactement. Et ensuite, les honoraires, traditionnellement, c'est un terme qu'on va plutôt utiliser pour de la prestation de service. Vous avez les honoraires du médecin, les honoraires d'un avocat, d'un conseil. C'est juste souvent le temps passé et ça se chiffre. Ça peut se chiffrer à l'heure, au temps, enfin peu importe, mais peu importe l'unité qu'on choisit, mais c'est pour matérialiser l'effort produit à un moment donné. Voilà. Par exemple, sur des résidences d'artistes, il y a des appels à projets et on demande à une personne de venir sur un territoire pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je pense que déjà là, pour le commanditaire, c'est un petit peu plus concret. Je pense qu'il arrive plus à le rapprocher d'une forme de salariat plus classique. Et là, on va parler d'honoraires. Mais encore une fois, c'est pas systémique, systématique. Systématique. Il n'y aura pas toujours de valorisation, il n'y aura pas toujours les défraiements, il n'y aura pas toujours d'enveloppe matérielle pour créer une œuvre sur place. Donc ça, c'est aussi toujours très drôle, quand on te demande de faire une œuvre qui a 0 moyen. Je la fais avec quoi? Le vent. Le vent. Après, pour le coup, la performance, elle n'est pas trop coûteuse. Au moins, tu fais de l'électricité avec le vent. Voilà. Ouais. Non, il y a ça. Donc c'est vrai que pour en revenir aux formes de revenus qu'on peut trouver dans nos métiers, ils sont toujours très précaires et toujours un petit peu en balance selon le bon vouloir de nos prestataires. Après, on a des recommandations, on a des chartes qui indiquent la bonne marche à suivre, des fois même des recommandations à des paliers très très bas pour justement pas rebuter un commanditaire sur finalement exposer une pièce selon certains organismes. On va dire par exemple qu'une exposition avec un tableau, ça va être du 10 € par mois. Ça va être ça la base pour commencer quelque chose. Bon. Mais après, donc tout ça c'est très déséquilibré. Et il y a une autre source de revenus pour les artistes-auteurs, ce sont les aides à la création, les bourses, les commandes, les résidences, on a un petit peu parlé. Distribués en appel à projets qui visent normalement un petit peu à pallier la faiblesse de tout ça, mais qui ont un caractère un peu de loterie. Mais d'où vient cet argent quand même de gens qui décident de l'État, de fondations. Il faut aller voir par exemple sur les sites de la DRAC, de la région, de ces collectivités, si elles ont des appels à projets en cours. Tu présentes un dossier? J'ai déjà bénéficié de quelques appels à projets. Je suis partie en Norvège, j'ai bénéficié d'un échange. Mais c'est un travail en soi, déjà de postuler. J'allais en parler. C'est qu'effectivement, c'est la loterie, mais c'est pas la loterie où vous achetez un ticket. Vous préparez un dossier. Et là, le dossier, il est assez faramineux.
là où des graphistes qui sont mis en concurrence, parce qu'on est mis en concurrence, hein, clairement. Il y en a un qui part, c'est comme Highlander, c'est pas toute la totalité. Alors que les graphistes, typiquement, quand il y a un appel à projet, on va leur demander juste d'envoyer leur CV, leur portfolio, c'est déjà pas mal. Et il va y avoir une présélection, et les présélectionnés toucheront une petite enveloppe. Parfois non, mais c'est de moins C'est en plus en plus moins... courant, je trouve. Et c'est une pratique qui est déjà plus déontologique. On essaye de mettre ça en place aussi pour les artistes-auteurs. Ça a été réglementé à un moment donné. C'est surtout qu'il y a beaucoup... En fait, l'union fait la force et qu'à un moment donné, les gens font des pages, des sites qui s'appellent les gratuistes et où on relève comme ça toutes les incohérences, tous les trucs où on essaye un peu de nous... Mon pigeon est graphiste ou des trucs comme ça. Mon maçon est illustrateur, artiste aussi. Des comparaisons pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on vit. J'en fais tous les jours pour les textes, hein. Tous les jours. Et là, des fois, c'est des grosses marques comme des petites assos locales ou des collectivités. Hein. Il y a vraiment tout le monde est à mettre dans le même panier. Il n'y a pas de c'est bons pas élèves. Lié au statut. Ce n'est pas lié au statut de la personne qui commande, je trouve. Oui. C'est vraiment lié à sa considération d'une production. Un besoin de reconnaissance, un peu de la valeur travail, même si c'est censé être de l'art, du sensible, du beau. Et ça me rappelle, tu sais, Lettre à un jeune poète, les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, qui est quelqu'un qui écrivait des lettres à un jeune poète. Voilà, donc. Et en fait, c'est différentes lettres qui ont un peu servi un peu de manifeste aux Beaux-Arts à un moment donné, en disant que quand on est artiste, quand on fait de l'art, on est censé sacrifier en fait sa vie, son existence, ses revenus pour l'amour de l'art. Parce qu'en fait, l'art est censé être quelque chose de tellement grand, tellement plus grand que soi. Alors c'est le discours, hein, j'ai pas dit que j'étais d'accord, attention, parce que je vois faire la grimace. C'est-à-dire que tout ça, oui... mais c'est une vision, en fait, c'est une vision 18e, 19e siècle, c'est Victor Hugo. Mais non, mais attends, moi, parce que Victor Hugo était méga riche en vrai, je dis n'importe quoi. Parce que en fait, c'est un fantasme pour moi. C'est le fantasme je reviendrai là-dessus. Ouais. C'est le fantasme qu'il faut un peu être dur, torturé, ce poète, sur la sellette. Parce que je connais pas. Il vient d'une famille ouvrière. Parce que je voudrais quand même rappeler... Est-ce que je vais faire une recherche en direct grâce à Internet ? Parce que j'ai une théorie, moi, sur ça. Sur les personnes qui véhiculent ces clichés, qu'ils soient eux-mêmes artistes, auteurs 1875. Ou pas, mais souvent, ce sont des personnes issues de la classe bourgeoise. Et ils ont eu le choix. Et ils ont eu le choix, en fait. Et c'est, de toute façon, si on regarde les chiffres, même les étudiants en école d'art, la plupart ne viennent pas de milieux populaires, ou très peu. Très, très peu. Mais c'est vrai qu'il y a Moi, j'ai eu la chance de faire... Il y a un terrible sujet de classe. J'ai eu la chance, moi, de faire l'école Estienne à Paris, qui était publique, complètement subventionnée, donc c'est un concours. Mais sinon, je vois les prix, en fait, pour faire une école d'art. Quand on n'a pas été sélectionné dans les grandes écoles qui sont moins chères que les autres, il faut lâcher autant que pour une école de commerce. Donc, qui fait ces écoles-là ? Je suis moi-même prof maintenant, parce que comme on multiplie les sources de revenus, puis la transmission fait aussi partie de nos métiers dans tous les cas. Mais je suis enseignante aussi pour des écoles d'art. Et cette année, particulièrement dans l'une de mes classes de prépa art plastique, j'ai vraiment été très impressionnée par le fossé énorme entre des élèves qui n'avaient pas conscience que leurs parents avaient payé une certaine somme pour les inscrire, et des élèves qui venaient, qui payaient eux-mêmes leur formation, travaillaient le soir en plus des devoirs à faire. Il y avait vraiment un fossé énorme. Mais j'étais contente de voir que l'art n'était pas réservé qu'à une forme un petit peu plus aisée, on va dire. Et encore, on parle en 2025. On parle non, mais je veux dire, on parle d'une situation sociale d'étudiants en 2025. Aujourd'hui, être étudiant en 2025, c'est pas le truc le plus incroyable, non, c'est déjà. Sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai, on a aussi un système, on va dire, d'éducation autour de l'art, en tout cas en France, qui est aussi un peu particulier, qui nourrit aussi une forme de système de classe où il faut que tu sois bien bon au bon moment pour rattraper le coche, ou alors que tu aies beaucoup d'argent. Et En fait, les deux, c'est bien quand tu as les deux.
quand tu te retrouves dans des écoles d'art, tu te rends vite compte que t'es pas une étoile qui brille parmi tout le reste. Même T'es si une t'aimerais. goutte d'eau dans l'océan. Donc, qu'est-ce qui va faire ta différence? C'est le travail. C'est pour ça que je suis assez triste pour mes élèves qui se contentent des choses, enfin, qui sortent pas trop de leur zone de confort. J'essaye un petit peu de les sensibiliser à ce qui les attend après, parce que la suite, elle est très très dure. Et en fait, il y a énormément de travail qui permet de s'en sortir. Mais il y a plein de biographies comme ça de gens où en fait on se rend compte qu'ils étaient en réalité issus de milieux plutôt aisés et qui en ont plus ou moins conscience en fait dans leur parcours. Si on parle de gens très connus comme qui vont parler à tout le monde comme Vincent Van Gogh, qui sont mécènes, c'était son frère. C'était son frère et il y a quand même eu à un moment donné quelqu'un qui a dit mon frère, je t'aime, je te laisse quitter notre marché familial de négoce d'art pour essayer de devenir artiste, en essayant de faire un truc auquel personne ne croyait à l'époque, donc quand même c'était un risque. Et je te finance pour avoir une petite maison à Arles, tout seul, avec ton copain Gauguin. Parce qu'en plus, il fallait que je finance ton copain. C'est quand même un certain... Et il y a aussi plus récent, oui, je dirais, oui, plus récent, Virginia Woolf, dans la partie littéraire, qui, elle, en fait, était quand même issue d'un milieu très aisé, mais qui en avait extrêmement conscience. Oui, oui, oui. Ce qui fait que comme c'est un vrai sujet de ce qu'elle produit, de sa production littéraire, c'est pas un secret. Alors qu'il y a plein de gens où on se rend compte qu'en fait... Après, attention, on n'est pas en train de dire que les artistes-auteurs sont forcément des gens issus... de la noblesse. De la noblesse, ouais, c'est ça. De la noblesse disparue russe. Beaucoup dans ceux que l'on connaît parce qu'ils ont marqué l'histoire ou parce qu'ils ont été inscrits dans l'histoire. Et souvent, ils se connaissent entre eux, oui. À des époques. Ah bah ça, c'est le principe des cercles et puis de... Ouais. Mais parce que aussi, tu vois, au-delà du truc, le cercle, tout ça, c'est que de toute façon, l'union fait la force et que la force collective, elle stimule, elle crée des mouvements artistiques, créatifs, forts. Hein. Mais en fait, c'est bien, en soi, c'est bien tout ça. C'est juste qu'il faut... C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, sur le fait de revaloriser Moi, des artistes aussi un peu qu'on disparus. arrête, tu vois, pour en revenir à ce truc collectif, Oui. qu'on arrête de nous mettre en concurrence. Enfin, en tout cas, qu'on stimule ça. Parce qu'il y a une grande précarité sur le marché du travail. Il faut qu'on soit forts les uns avec les autres. Quand il y a des appels d'offres qui ne sont pas décents, il faut les refuser. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là, parce qu'en fait, en acceptant des projets ou des choses bancales, on ne fait que conforter ce système-là. Et encore une fois, le collectif nous aide, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi se syndiquer. Je suis la bonne personne pour en parler parce que je ne suis pas syndiquée et que je vais le faire. Donc je donne des conseils que je vais essayer de m'appliquer. On te donne 10 jours. Oh là là là. J'espère qu'à la diffusion de ce podcast... En 2029 Non, tu seras syndiquée et à jour de cotisation. J'ai été syndiquée à la FRAP, c'est plutôt pour les associations d'artistes. Et puis j'ai cessé d'y être parce qu'il y avait eu des choses... En fait, les syndicats ne sont pas tous parfaits, il y avait eu des actions qui m'avaient moins plu. Mais en tout cas, ça avait été une vraie révélation. C'est là que j'avais découvert qu'on pouvait aussi être syndiqué dans le milieu de l'art et de la création. On est tellement imprégné de cette idée qu'on est tout seul parmi les autres, ou en concurrence avec les autres, qu'on ne pense même pas à ça, à la possibilité d'avoir des syndicats, des organismes qui nous conseillent, qui ont des ressources. Donc, il y en a toutes sortes. Hein. Je pense à la DAGP, la SAIF. Il y en a plusieurs qui sont là pour nous guider un petit peu. Mais je pense que c'est aussi que comme on est des formes de... quelque part de prestataires, en fait, parce qu'on sert des gens, oui. Et en face, les personnes ne se rendent pas toujours compte que notre vie, c'est un peu un Hunger Games géant continu. Mais ils veulent pas ils veulent pas le voir. Certains ne veulent pas parce le que voir. C'est censé être beau. Tu veux pas juste dessiner des fleurs et nous laisser tranquilles? Maud Gironet, s'il te plaît. Alors, je précise qu'elle dessine de très belles fleurs.
Ouais. Donc, on mettra le lien dis oui d'ailleurs. en plus. Non, mais là, c'est. Bah si, dis oui, t'as le droit de dire oui. Non, c'est pas. Je n'étais pas en train de dire oui, c'est génial ce que je fais. J'étais en train de. Tu devrais peut-être. En fait, j'ai eu une infusion au gingembre qui est tellement bonne que je me sens bien et du coup, je dis oui à tout ce que Sipaï dit. Si vous voulez, je vous donnerai aussi la référence de l'infusion Ouais. dans la description du podcast. Mais la reconnaissance du travail, la question des revenus, parce que quand on en a parlé, déjà se dire que c'est déjà cool quand on est payé, mais en fait la somme, elle est censée, c'est pas de l'argent de poche, elle est censée nous rémunérer, Oui. parce qu'on passe du temps et on est censé être des gens qui vivons avec un toit sur la tête, des bonnes pâtes. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière, il y a vraiment un refus de rémunérer. J'ai pu faire des projets où j'étais très bien logée, enfin, où j'avais l'impression que tout le budget avait été mis là-dedans, dans la bouffe. Mais tu recevais pas de la liquidité. Non, et en fait, à un moment donné, j'entendais les sommes. En réalité, sur les projets qui gravitaient, j'étais assez estomaquée. Donc là, j'étais allée quand même faire valoir ma cause. Et c'est là aussi que j'ai découvert qu'on n'ose pas. Parce qu'avec un peu de pédagogie, en expliquant tout ça, mais en prenant le temps, des fois on tombe sur une oreille un peu attentive. Et j'avais réussi, pour un des projets auxquels je pense, à faire un peu valoir nos droits. Et on était quand même invités pendant 2 semaines dans des superbes conditions. Pour moi, c'est des rési-vacances, ce genre de projet. Mais du coup, on est tellement contents qu'on nous dit, bah, par contre, il n'y a pas d'argent. Bah oui, mais moi, j'ai un loyer, en fait, pendant que je suis là, j'ai quand même mes factures, ça change pas. Et puis bon, bah, tu te dis, c'est des projets, peut-être qu'il n'y a pas eu il n'y a peut-être pas eu assez de budget, c'est tout, c'est comme ça. Et puis en fait, tu te rends compte que pas du tout. C'est juste que dès le départ, tout est construit sur l'intervention des artistes. Il y a tout un événement qui amène plein de gens, etc. Que tout le monde est payé, les traiteurs, les musiciens, les techniciens, je l'ai dit. Mais que les artistes qui sont le cœur du truc, eux, on les a emmenés au restaurant. Est-ce que tu sens que Voilà. c'est plus sur un traitement qui est plus réservé aux gens qui font Attends, juste pour du finir, visuel? là, le projet, parce que du coup, ça me Ouais, vas-y. revient. Il y avait une photographe, parce que c'est très important l'image dans ce genre C'est d'opération. Et la photographe, elle avait pris plein de photos de nous en train de travailler, et je lui avais demandé si on pouvait avoir les photos, parce que c'était pas nous les commanditaires. Et elle voulait pas. Et elle me dit, bah non, moi je suis payée que pour les donner à cet organisme. Elle faisait ce que tu disais, elle disait pas donner à tout le monde comme ça. Bah oui, mais tu vois, moi j'avais donné mon droit à l'image, parce que c'était ma tronche quand même dans Oui. ces photos, et je me rends compte que j'avais même pas accès à des photos de moi. Donc ça a été un déclencheur, un parmi d'autres. Mais tu sais, nous on a ça, enfin dans mon domaine, il m'arrive de donner des conférences, notamment à l'étranger. Et je choisis comme ça. Alors, il y a deux choses, c'est que soit on me donne de l'argent, c'est Ouais. déjà arrivé, mais quand je n'ai pas de liquidité, on va dire, en contrepartie, je fais le calcul et c'est au moins censé ne rien me coûter, ou presque rien me coûter. Oui, c'est ça. Mais Mais c'est pas comme ça qu'il faut voilà, penser. oui, non, On en mais, est là. mais après, voilà, mais on en est là, tu vois. Et je me dis, alors ça c'est le critère numéro 1, ok, c'est censé ne rien me coûter, et après, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Et parfois, dans les non financiers en contrepartie, il m'est déjà arrivé que justement en contrepartie non financière, il y ait, on te donne toutes les photos qui ont été faites de toi par nos photographes professionnels, comme ça tu peux les valoriser, etc. Et je me disais, bon, bah c'est toujours ça de prix en fait, mais c'était pas assez. Mais je me disais, ok, il y a au moins eu un effort, une recherche de contrepartie. Et c'est vrai qu'en parlant, je me dis, mais à quoi je m'abaisse encore? Bah ouais. C'est fou. Moi, je trouve que c'est presque dégradant de devoir quémander un tout petit bout d'un projet qui t'appartient. Surtout quand la place est payante du truc. Mais il y a pas longtemps, j'ai encore fait un truc foireux comme ça parce qu'on n'est pas. Là, je donne. Attention, les gros mots sur ce podcast. Oui. Un petit peu, tu peux. Mais... À la place. Un petit peu fumeux. 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 Après, la foire, il y a des foires, c'est très sympa aussi.
On essaye de travailler avec des gens sérieux, et puis sinon on essaye aussi d'expliquer, parce qu'il y a des fois des organismes qui viennent pas du milieu culturel mais qui veulent quand même organiser des choses, donc ils n'ont pas forcément tous les éléments. Alors là, moi je pars du principe qu'on va leur expliquer, et puis encore une fois, s'ils peuvent valoriser quelque chose, c'est bien. Mais dernièrement, j'ai fait des projets où je me suis dit, donc à la fin j'étais pas rémunérée, je perdais même de l'argent pour X raisons. Et par contre, je voyais tout ce... On avait vraiment servi la personne qui nous avait invités. Elle avait réussi à valoriser l'événement pour elle. Gros succès. Enfin, c'était la fête pour cette personne. Et là, je me suis vraiment sentie très, 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 très mal. Je me suis sentie manipulée. C'est quelque chose que j'aurais pu vivre à 20 ans, ça aurait glissé sur moi. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir renié mes valeurs, aider un truc fumeux à se mettre en place et se pérenniser. Et je me suis dit plus jamais. Et tu te sens trahi un peu aussi. Oui, et puis surtout, je pense qu'en face, les personnes ne l'ont même pas senti. C'est tellement naturel de prendre des artistes, de leur demander d'ouvrir la boutique en gros, et puis d'amener un éclat à leur projet que... Souvent, tu amènes ton réseau à toi aussi. T'emmènes ton réseau à toi, ouais. Et puis on te paye une coupe de champagne et hop, c'est bien. Hop, t'es content avec ça. Souvent, il est pas si bon le champagne d'ailleurs. Si, ça allait. Ça allait ? Ça allait. Oh, Mais non... Et c'est suite à ça que j'ai un ami qui m'a appelé, qui bosse un petit peu avec la DAGP. C'était vraiment un hasard. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, inscris-toi. Donc oui, je vais le faire. Mais déjà, pour avoir l'impression de ne pas laisser les choses couler. Me syndiquer, me renseigner. Je pense que nous, les artistes, on a eu un petit avant-goût de ce que ça pourrait être si nos métiers étaient valorisés à leur juste valeur. Le modèle qu'on a souvent, c'est celui des intermittents. Nous, on n'est pas du tout dans le même statut. Intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, qui fait partie de la culture. Pour rappel, un intermittent du spectacle valide des heures de contrat, mais comme ce sont des contrats qui peuvent être précaires dans le temps, ils ont des formes des indemnités en fait sur les périodes où ils ne travaillent pas, à condition de valider un nombre suffisant de contrats. Nous, on n'a pas du tout ça. Et je précise aussi que le statut des intermittents n'est pas un statut en or non plus, et qu'il est constamment redébattu par certaines personnalités du MEDEF. Il n'est pas du tout assuré dans le temps, mais c'est quand même un modèle qui nous plairait bien, ainsi qu'à d'autres formes plus libérales. Et donc, je reviens à ce que je disais, on a pu expérimenter quand même un petit peu ça quand il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu les aides Covid qui ont aidé beaucoup de personnes dont l'activité était stoppée net. Moi, j'en ai fait partie. J'ai valorisé ce que j'allais perdre avec le Covid, et j'ai eu une aide de l'État. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est possible... quand on a des interruptions comme ça de travail inopportunes, d'avoir une compensation. Parce qu'en réalité, nous, quand on livre pas, ou quand on est empêché, on n'a rien du tout pour nous sécuriser. On perd tout. Bon, il y a quand même... C'est le pire des freelances, en fait, être artiste. Exactement. C'est le pire du freelancing. En fait, notre seul avantage, c'est un taux de cotisation qui est assez bas, plus bas que celui des auto-entrepreneurs. Quand tu es à la MDA ? Ouais. Maison des artistes. Oui. Artiste-auteur. Depuis le début, je parle que du statut artiste-auteur qui dépend de la Maison des artistes et l'AGESA. C'est l'URSSAF Limousin qui gère ça. Et voilà. Donc, c'est vrai que je pourrais dire un petit peu ce que ça regroupe, les artistes-auteurs. Parce que les gens pensent qu'on est un peu les mêmes personnes que les intermittents du spectacle. Mais c'est pas du tout le cas. Non, ils sont mieux, je plaisante. Encore une fois, l'art vivant est mieux subventionné et les travailleurs sont mieux respectés. Dans les artistes-auteurs, donc ce dont je fais partie, il y a les écrivains, écrivaines, photographes, les auteurs, les peintres, les dessinateurs,
C'est pas très inclusif, j'ai du mal à faire à chaque fois le... C'est très compliqué à l'oral, t'inquiète Oui, pas. vous me pardonnerez, j'espère. Céramistes, les peintres en décoration, peintres verrières, les graphistes, les traducteurs, les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les graveurs comme moi, chorégraphes, sculpteurs, etc. C'est... Je pourrais encore continuer. Scénographes, réalisateurs, designers. C'est très 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 large. Tu veux dire que si Steven Spielberg était français, il cotiserait au même truc que toi? Alors après, quand tu touches... lui, il a une société, en fait. Je Une pense boîte qu'il de est sur un prod, je autre... crois. Tu veux vraiment me lancer sur des trucs pointus comme ça? Je sais pas, mais Mais ça m'interpelle. je vais faire comme peux si j'avais pas l'étudier. entendu cette question Tu peux l'étudier pour, pour le prochain pour épisode. rebondir. Parce que du coup, certaines personnes de l'atelier se sont regroupées en coopératives. Alors, mais parce que, attends, tu parles d'un atelier, là, on n'a pas parlé d'atelier jusque-là. Oui. Je travaille dans un atelier. Je suis la présidente de l'atelier Par Oh là là. Espace. Allez, on balance le titre. On est bien. Allez. Donc c'est pour ça aussi que j'ai une petite vision de ce qui se passe. C'est qu'à l'atelier Hyperespace, on regroupe une vingtaine de professionnels du milieu de la culture À Reims. à Reims, artisans, artistes, auto-entrepreneurs ou justement ce que j'allais dire, des personnes qui se sont regroupées en coopérative. Ça veut dire que la coopérative leur prend un petit pourcentage, mais derrière, lorsqu'ils ont des mois en creux, vont avoir un salaire malgré tout et qu'ils sont donc salariés de cette coopérative. Ça ouvre beaucoup d'avantages. En contrepartie, évidemment, ils participent à des frais. Mais on voit des modèles économiques émerger, se solidifier. Donc les gens sont capables de réagir à la précarité qu'on leur impose. Mais il y a quand même, je pense qu'on peut faire mieux dans tous les cas, même si on est assez réactif. Là, dernièrement, je lisais pour l'émission, parce que j'ai essayé quand même de réviser un petit peu, la proposition de loi pour une continuité de revenus des artistes-auteurs, qui est appuyé par une tribune rassemblant presque 20 000 signatures individuelles et plus de 40 organisations professionnelles des secteurs Nous en de la mettrons la création. source. Oui, et qui essaye tant bien que mal de valoriser tout ce que je viens de dire et de mettre en place un revenu pour les artistes-auteurs. Encore une fois, un revenu de remplacement quand il y a une interruption de travail ou juste un temps trop long entre deux contrats ou de rentrée d'argent. Et ils expliquent très bien comment tout ça, ça pourrait être financé. En réalité, quand on fait une exposition, quand on fait une exposition, pardon, le diffuseur, celui qui présente l'exposition, s'engage normalement à payer ce qu'on appelle le 1%. Et en fait, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours fait. Et c'est très peu, en fait. 1% de quoi? De la rémunération du coup de l'artiste, il y a 1,1% qui part normalement à l'État, qui finance le 1% public, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je suis pas vraiment experte. Hein. Bon, c'est des commandes publiques. C'est des commandes publiques. Encore une fois, c'est un peu la loterie, mais vous avez des commandes publiques un peu partout en France, par exemple, pour refaire un rond-point avec une sculpture. Et ben tout ça, c'est financé avec ce 1%. Oui, en général, c'est ce qu'on voit. C'est quand si vous avez une sculpture dans la cour de votre lycée, souvent, ça peut venir de là, parce que c'est 1% du chantier de construction de votre lycée. C'est ça. Et puis, c'est censé aussi aider à financer d'autres choses, mais du coup, cette proposition de loi, elle propose en fait que les diffuseurs portent aussi une cotisation patronale, que le tout fasse 5% en gros, c'est pas énorme, mais ça suffirait à nous obtenir... À créer cette caisse finalement. Voilà. Et un peu du coup à nous lisser sur le système des intermittents. En réalité, 5%, c'est rien. Parce que quand tu... Alors, j'essaye de faire des comparatifs de société et de patrons, du capitalisme. La TVA, elle est à 20%, par exemple. Voilà. Donc, en réalité, c'est comme si on payait une TVA à 5%. Voilà, et quand on sait qu'elle est à 5,5, je crois, sur les biens culturels, comme les livres, etc.,
En réalité, c'est une proposition plutôt cohérente. Oui, et puis du coup, ce serait vraiment une contribution au régime d'assurance chômage. C'est pas négligeable, parce qu'il n'y en a pas, quoi. C'est un peu problématique. Sinon, évidemment, vous allez avoir beaucoup d'artistes au RSA ou qui multiplient des cotisations sociales, et c'est dur, parce que encore une fois, nos revenus sont tellement irréguliers, tellement incertains. On peut avoir une commande et être rémunéré 6 mois plus tard. C'est vraiment chaud. Et il y a une partie sur laquelle j'aimerais insister, c'est que là, tout ce qu'on vient de dire, qui est que toute production artistique mérite rémunération, j'ai même pas envie de dire mérite salaire, parce que ça sous-entendrait un emploi, enfin, etc. Mais le fait que toute production artistique, quelle qu'elle soit, mérite une rémunération, en fait, c'est pas un caprice. C'est vraiment une nécessité parce qu'il y a des gens qui travaillent et qu'en réalité, on pourrait très facilement se projeter, de voir l'art comme quelque chose de très éloigné de soi, un problème très loin de nous, alors qu'en réalité, vous êtes vraiment exposé quotidiennement, tout le temps, à des productions artistiques. Je pense que là, les personnes qui écoutent, elles ouvrent les yeux, elles tournent un peu la tête, elles en voient. Et sans vraiment chercher, là, je le fais, je fais l'exercice, je tourne la tête, j'en vois des choses que des personnes ont produites. Et je ne parle pas de nos magnifiques dessins sur le tableau blanc, même si ils sont très beaux. Mais l'art, en général, nous entoure, quelle que soit sa forme, et ce sont des gens derrière qui ont travaillé. Et même si c'est la mode dans certains endroits, ou générations, ou décorations, avoir du beige partout, c'est pas si agréable, hein, vous savez. C'est sûr. Du nude. Nude. Le papier de la gravure est un peu beige. J'aime bien les papiers ivoire, moi. J'aime pas quand c'est d'œuf. tout blanc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quand c'est tout blanc, je trouve c'est aseptisé. Ça rend pas service à la couleur que tu as choisie. Oui. Ça m'a... Bref, mais voilà, donc si jamais vous trouvez chez vous que c'est un peu froid, regardez si les murs sont vraiment blancs. Souvent, en fait, on choisit du blanc en coquille d'œuf, c'est vraiment mieux. Hein. Et ça coûte pas plus cher. Ça, c'était un conseil d'expérience d'artiste. Hein. Vous voyez, là, on a peut-être guéri votre dépression. Peut-être pas. Mais en tout cas, on espère avoir un peu égayé votre vie. On fait pas de service après-vente de toute façon. Non, nous appelez pas si vous trouvez que votre peinture, elle est pas belle. Hein. Parce qu'on n'est pas responsable de la pose. Ouais. Ça joue tellement. Voilà. En tout cas, sur ces bêtises, pour se détendre un peu, on a parlé de l'art en général, en fait, aussi de qu'est-ce que l'art en tant que travail, activité, de la nécessité de valoriser, même si on ne parle pas de rémunération, que ça soit une reconnaissance d'un travail, d'un effort, du temps pris à quelqu'un. En fait, je pense que dès qu'on prend quelque chose à quelqu'un, que ce soit du temps, une idée, de l'esprit, de l'effort, dès qu'on prend quelque chose à quelqu'un, ça mérite une contrepartie qui après peut prendre différentes formes, mais en tout cas, faut vraiment vous dire, vous prenez quelque chose à quelqu'un. Et si je fais appel, alors moi j'aime bien les analogies, mais si je demande à un menuisier de faire ma cuisine, et ben je lui prends du temps quand même. Donc voilà, vous avez des coûts de main d'œuvre. Essayez d'aller à la boulangerie et de de demander un pain au chocolat ou une baguette. Et vous dites à la boulangère ou au boulanger, je vous ferai de la pub. Je l'ai fait déjà, ça marche pas. Non, je l'ai pas fait. Ouais. Ils m'ont couru après. En fait, c'est terrible. Hein. Ils m'ont couru après et ils ont appelé la police. Et ouais. Ah là là. Et ben voilà, faites ça. Sinon, nous, on appelle la police. Hein. Non, pas du tout. Enfin, si, peut-être, ça dépend. Soyez sympa. En gros, soyez sympa. Si vous appelez des artistes, pensez, ne serait-ce que pensez à prévoir une enveloppe de budget. Pensez au fait que oui, vous prenez quelque chose à quelqu'un, du temps, de la création, que c'est une création qui vit dans le temps, que ce n'est pas parce que vous avez acheté un jour un sticker à quelqu'un que vous pouvez le copier 40 fois pour vous-même le vendre. Et ça, on n'aime pas du tout. Hein. Non, d'ailleurs, c'est illégal, hein, faites pas ça. Ouais, faites pas ça. Il y a quand même, alors là, on a parlé de choses à réglementer,
Mais il y a des choses qui sont déjà réglementées, il y a déjà un manque de culture en réalité sur des choses que les gens ont le droit de faire ou de pas faire. Et c'est déjà assez fréquent qu'on doive imposer des droits qui sont déjà existants. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des logiciels de détection de plagiat, etc. Et vous avez déjà peut-être entendu parler de cas où des personnes ont retrouvé des illustrations vendues chez Temu, avec, Ouais. ou même chez des grandes enseignes françaises, malheureusement, ça peut aussi arriver. Oui, Zara avait plagié à un moment donné Je des crois petits que écusons d'une ouais. illustratrice, enfin des motifs d'une Mais aussi dans illustratrice. des chaînes de bricolage aussi. Le pire, c'est là, ça se voit, c'est repéré, mais il y a toutes les fois où c'est invisibilisé et où il n'y a pas de recours du coup. J'ai une amie qui a réalisé une très belle fresque, une identité, je ne vais pas citer, et en fait, tout avait été magnifique et elle a un ami qui est allé dans l'Aisne dans un bar et qui a retrouvé exactement la même fresque imprimée. La même? C'était la même, oui. Donc la personne avait eu accès au fichier source, très probablement, du graphisme. Et bon, elle a eu gain de cause, mais par un pur hasard, parce que c'est une autre personne. Bon, je sais pas si l'anecdote comme ça, elle est intéressante. Hein, non, mais en fait, la partie où c'est intéressant, c'est que, certes, c'est bien de nous rémunérer, mais c'est bien de ne pas nous voler aussi. C'est ça. Non, mais là, voler, du coup, on régresse, tu vois, on part d'un principe de base pour la discussion, et là, on arrive C'est ce que je viens de dire. Voler, c'est mal. Voler, les gens, c'est mal. Bah oui. Alors, ça sera la conclusion. Soyez des gens gentils. Appliquer à petite échelle des choses au quotidien que vous ne feriez pas, respecter l'autre, en tout cas. C'est vrai qu'il faut penser comme ça, en logique. En fait, je crois que ça me déprime c'est souvent qu'on conclut sur des trucs de bon sens. On peut essayer de trouver une autre conclusion, si tu veux. Comme la culture va mal en ce moment. La culture va mal. Ah, ça va mieux. Non, mais en tout cas, quand je lis, parce qu'encore une fois, je me suis plongée dans cette proposition de loi pour voir un petit peu ce qui était faisable. Je suis quand même touchée de voir que les gens n'abandonnent pas, qu'il y a toujours des collectifs qui se battent, qui se mobilisent. Regarde, tiens, on va finir sur une note un peu joyeuse. Il y a toujours des gens qui veulent devenir artistes aussi. Alors ça... On peut avoir d'espoir pour eux. Oui. Non, mais sinon, sur les combats, en tout cas, pour nous, moins de précarité, il y a la réforme pour la TVA, le seuil, l'abaissement du seuil de la TVA. Pour les régimes micro-entrepreneurs. Ça nous touchait aussi. On est maintenant une sorte de on est une entreprise individuelle. Et donc, à partir de 25 000 euros... du coup, je crois que je maîtrise pas assez le sujet. On en parlera quand on va couper, hein, c'est pas la peine. Mais j'essaye de trouver une conclusion utopique. Il fait beau. C'est vrai qu'il fait très beau. Il y a vraiment un beau soleil dehors. Il y a un beau soleil dehors. Et c'est inspirant. Oui, non, en tout cas, quand vous voyez de l'art autour de vous, des choses artistiques, des œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, pas nécessairement issues du monde du spectacle, rappelez-vous juste que c'est quelqu'un derrière qui a pensé, qui a passé du temps pour un certain résultat, une certaine qualité, ne serait-ce que visuelle, sensible et technique, que c'est de l'expérience derrière, et juste pensez à cette personne. Et comme ça, diffuser ce message et ça nous rendra déjà bien service. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Merci Maude. Merci à toi.